J'ai été abandonné le jour de mon propre mariage. Elle a trouvé mieux, m'a dit mon témoin avec un sourire en coin en m'annonçant la nouvelle. Je suis resté figé, en costume, avec tous les regards tournés vers moi. Mais au lieu de pleurer, j'ai simplement souri, et je suis parti. 3 mois plus tard, mon téléphone a explosé de messages, quand ils ont enfin compris ce que j'étais en train de préparer depuis le début. J'aurais pu faire un scandale. Hurler, pleurer, me révolter. Mais à ce moment-là, tout ce que j'ai fait, c'est sourire et partir. Ce que personne ne savait, c'est que ce ne serait pas mon dernier mot. Il leur a fallu 3 mois pour comprendre ce qui s'était vraiment passé. J'ai 32 ans. J'ai rencontré Élise il y a 5 ans, à l'anniversaire d'un ami commun. Elle était tout ce que je recherchais, intelligente, ambitieuse, et la connexion entre nous a été immédiate. Après 3 ans de relation, je l'ai demandé en mariage. Elle a accepté, et on a passé l'année suivante à préparer le grand jour. Mon meilleur ami depuis la fac, Nathan, était le choix évident pour être mon témoin. Il avait toujours été là pour moi, rupture, licenciement, même le divorce de mes parents. Je lui faisais une confiance aveugle. Le jour du mariage est arrivé. Tout était prêt, la salle décorée, les invités assis, et moi, debout à l'autel dans un costume sur mesure, attendant ma future épouse. Au bout de 30 minutes, j'ai commencé à m'inquiéter. À 45 minutes, j'avais l'estomac noué. C'est alors que Nathan est entré par une porte latérale. Le visage impassible, il est venu droit vers moi. « Elle ne viendra pas » m'a-t-il dit sèchement. Elle a trouvé mieux. Un silence de mort est tombé sur la pièce. 180 personnes me fixaient, attendant ma réaction. « Comment ça ?» ai-je murmuré, la gorge serrée. « Elle est avec moi maintenant » a-t-il répondu, avec un petit sourire. « Ça fait des mois. » On ne voulait pas te blesser, il a haussé les épaules, comme si ce n'était rien. Ces choses-là arrivent, non? Mon témoin. Ma fiancée. Ensemble. J'ai senti mon cœur s'emballer, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Au lieu de m'effondrer, une sorte de calme m'a envahi. J'ai regardé Nathan, puis nos amis, nos familles, et je l'ai à nouveau fixé. « Ok » ai-je murmuré en hochant la tête. Bon à savoir. Je me suis tourné vers les invités, j'ai forcé un sourire et j'ai dit. Merci à tous d'être venus, mais il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Profitez du repas et des boissons. Et je suis parti. Mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt, ma sœur, mes parents, les parents d'Élise, des amis. J'ai tout coupé. J'ai pris la voiture, je suis allé dans un hôtel, j'ai fait le check-in et je suis resté assis au bord du lit, à fixer le mur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là, à réfléchir. Nathan était mon associé dans une start-up tech depuis 4 ans. On avait commencé avec nos économies, bossant 80 heures par semaine, et on avait enfin reçu une énorme offre de rachat, 3 mois plus tôt. Les papiers devaient être signés la semaine suivante. Élise savait tout. Cette vente allait faire de nous des millionnaires. Assis dans cette chambre d'hôtel, j'ai compris que ce n'était pas juste une trahison émotionnelle. Tout avait été calculé. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, s'ils voulaient jouer, alors on allait jouer, mais selon mes règles. Et je leur montrerai ce que c'est, de vraiment jouer. Mise à jour 1. 2 semaines plus tard. Avant tout, merci pour tout le soutien. Je n'aurais jamais imaginé que mon post deviendrait viral à ce point. Lire vos commentaires m'a aidé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ces 2 semaines ont été intéressantes. Je suis hébergé chez ma sœur pendant que je remets de l'ordre dans ma vie. Élise a déjà enlevé presque toutes ses affaires de notre appartement. Elle a laissé les clés sur le comptoir avec un petit mot. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Pardonner? Bien sûr. Garde espoir, assieds-toi et attends. Nathan m'a envoyé un message. Il voulait qu'on discute de la situation de l'entreprise, comme des adultes. J'ai lu. Je n'ai pas répondu. Il m'a déjà appelé 17 fois. Son dernier message disait. Ne gâche pas tout ça pour nous deux juste parce que tu es à fleur de peau. Moi? Émotif? Celle-là, elle est bonne. Hier, la mère d'Élise s'est pointée chez ma sœur. Apparemment, Élise a raconté à tout le monde que j'étais contrôlant et émotionnellement distant,
et que c'est pour ça qu'elle avait dû chercher du réconfort ailleurs. Et sa mère a eu le culot de me demander si je serais prêt à envisager de me remettre avec Élise, parce que, elle est perdue. Je l'ai simplement regardée. Je n'ai rien dit. Elle est repartie seule. Pendant ce temps, moi, j'étais occupé. J'ai rencontré mon avocat 3 fois. Pendant toutes les années où on a construit l'entreprise, j'ai toujours été le cerveau technique derrière le produit. Nathan, c'était le mec charismatique, il faisait des contacts, charmait les clients, vendait le concept. On formait une bonne équipe parce qu'on se complétait. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je développe, seul, notre prochaine génération de produits depuis plus d'1 an et demi. J'ai lancé ce projet parallèle à peu près au moment où lui et Élise ont commencé leur liaison, apparemment. L'entreprise intéressée par le rachat est particulièrement enthousiaste à propos de cette nouvelle technologie, c'est même le facteur principal dans l'évaluation à plusieurs millions. Et devine quoi? J'ai toute la documentation prouvant que j'en suis l'unique créateur. J'y ai travaillé le soir et les week-ends, en dehors des heures de bureau. La vente est toujours en cours, et les 2 fondateurs sont censés rester pendant 18 mois après la signature du contrat. Nathan ne sait pas que j'ai déjà parlé à l'équipe de rachat de mon travail en solo sur ce nouveau produit. J'ai aussi relu toutes nos conversations par message et email, et j'ai trouvé quelques perles. Comme celle-ci, où Nathan écrivait. On doit lui dire pour nous 2 avant le versement de l'acquisition. C'est mieux pour éviter les malentendus. Et les réponses d'Élise sont encore meilleures. Il est trop gentil pour réagir. Il va probablement te pardonner. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Mise à jour 2. 1 mois après le mariage. Les choses s'accélèrent rapidement. Hier soir, Nathan s'est pointé devant mon immeuble, frappant à ma porte à 23 heures. Comme je n'ai pas ouvert, il s'est mis à hurler que je me comportais comme un enfant, que j'étais en train de mettre en péril tout ce qu'on avait construit, juste parce que je l'ignorais. Mon voisin a fini par appeler la sécurité. Moi, je regardais par le Judas pendant qu'on le raccompagnait dehors, et il continuait à crier que je lui devais une conversation. Lui devais? Quelle audace! Ce matin, il a envoyé un mail directement à l'entreprise acquéreuse, en essayant de négocier dans mon dos. Il a affirmé que je traversais une période personnelle compliquée et a suggéré qu'il traite exclusivement avec lui. Heureusement, mon avocat et moi avions déjà informé l'entreprise de toute la situation. Ils m'ont transféré son mail avec un simple commentaire. C'est le partenaire à problème dont vous nous aviez parlé? Élise, de son côté, est passée en mode victime totale. Elle a posté sur les réseaux sociaux à propos des relations toxiques et de comment, parfois, le cœur prend une autre route. Certains amis communs ont commenté avec des petits cœurs et des messages de soutien. Et le plus insultant? La sœur de Nathan, Mia, m'a appelé pour m'expliquer que ces choses-là arrivent et que personne n'avait voulu me blesser vraiment. Elle a même osé dire que je devrais être assez mature pour séparer le pro du perso. J'ai ri. Et je lui ai raccroché au nez. Nathan ne réalise toujours pas que je documente tout, chaque appel, chaque message, chaque email où il parle de comment ils avaient prévu de me trahir au moment le plus stratégique. Depuis hier, j'ai finalisé toute la documentation prouvant ma propriété exclusive sur le produit NextG, qui représente à lui seul 70% de la valorisation de notre entreprise. La réunion d'acquisition a lieu dans 2 jours. Nathan pense qu'on va tous les 2 y aller pour signer les documents finaux. Il n'a aucune idée que j'ai déjà eu ma propre réunion avec eux. Mise à jour 3. 3 mois après le mariage. Ces 3 derniers mois ont été intenses, mais aujourd'hui, tout s'est parfaitement mis en place. La réunion avec l'entreprise acquéreuse s'est déroulée exactement comme prévu. Nathan est arrivé avec 15 minutes de retard, comme toujours. Quand il est entré dans la salle, il m'a trouvé assis avec mon avocat et toute l'équipe exécutive déjà réunie. Sa chaise? Elle n'était même pas là. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé, complètement perdu. Mon avocat a fait glisser une chemise sur la table. À l'intérieur, toute la documentation prouvant que j'ai développé seul le produit NextG, fichiers datés, journaux de développement, demande de brevet déposée uniquement à mon nom. Tu n'as pas le droit de faire ça, a-t-il explosé, rouge de colère. Cette entreprise est à nous. Ce produit est à nous. En fait, ai-je corrigé calmement, l'entreprise est à nous 2. Mais cette technologie en particulier m'appartient. Je l'ai développée le soir et les week-ends, en dehors des heures de travail, et j'ai tout soigneusement documenté.
Le PDG de l'entreprise acquéreuse s'est penché en avant. Nous avons examiné les preuves, Nathan. Même si nous reconnaissons la contribution des deux fondateurs à l'entreprise d'origine, cette technologie de nouvelle génération représente environ 70% de notre intérêt dans cette acquisition. Nathan était sous le choc. Mais, l'accord, c'était pour nous deux. L'accord peut toujours avoir lieu, a répondu le PDG, mais les conditions seront ajustées. Votre partenaire ici a prouvé être l'unique créateur de la technologie qui nous intéresse le plus. Notre offre pour lui reste inchangée, la vôtre sera recalculée. Nathan m'a pointé du doigt, furieux. Tu as tout planifié depuis le début. Non, ai-je répondu fermement. J'ai juste fait mon travail, pendant que toi, tu planifiais ta liaison avec ma fiancée. La réunion a continué avec un Nathan quasiment mis à l'écart. L'acquisition aura bien lieu, avec 85% de la valeur me revenant, basée sur la propriété intellectuelle du produit. Nathan touchera les 15% restants pour sa contribution à l'entreprise initiale. Nous devrons tous deux rester pendant les 18 mois de transition, comme prévu. Cet après-midi-là, mon téléphone a explosé de messages. Nathan, tu ne peux pas me faire ça. Nathan, je vais te poursuivre en justice. Nathan, tu as tout gâché. Élise, qu'est-ce que tu as fait? Nathan est anéanti. Élise, il faut qu'on parle maintenant. Élise, c'est injuste, ce n'était qu'un problème de couple. Puis sont arrivés les singes volants. Mia, comment peux-tu être aussi mesquin? Après tout ce qu'il a fait pour toi. La mère de Nathan. Mec, là tu vas trop loin. Notre ami en commun, Tyler. Je n'ai répondu à personne. À la place, j'ai transféré à tous les captures d'écran des messages où Nathan et Élise planifiaient de me trahir le jour du mariage juste avant l'acquisition, pour me détruire émotionnellement et me rendre trop faible pour réagir. Les messages ont cessé. D'un coup. 1 heure plus tard, j'ai reçu un email de l'agent immobilier, la vente de mon appartement était finalisée. Demain, je prends un vol pour commencer ma nouvelle vie. Nathan et Élise peuvent rester ensemble. Mais l'avenir qu'ils avaient imaginé sur mon dos? Celui-là, ils ne l'auront jamais. Mise à jour 4. 6 mois plus tard. Cela fait déjà un demi-an depuis ce jour-là à l'entreprise, et j'écris ces lignes depuis mon nouvel appartement avec vue sur l'océan. La vue aide, beaucoup. L'accord d'acquisition a été conclu avec succès, je suis resté comme consultant pendant la période de transition, puis je me suis totalement retiré. Liberté financière à 32 ans, c'est presque irréel. Nathan n'a pas bien vécu la situation, ses menaces de me poursuivre en justice se sont vite éteintes quand son propre avocat a examiné la documentation sur la propriété intellectuelle et lui a expliqué que les projets développés sur son temps libre sont légalement distincts des actifs de l'entreprise. Nous travaillons encore dans la même société, mais dans des départements différents. La tension est palpable lorsqu'on se retrouve dans la même réunion, mais l'équipe d'acquisition fait tout pour nous garder séparés la plupart du temps. La période de transition de 18 mois continue, mais je compte les jours. D'après ce que j'ai entendu, sa réputation professionnelle a pris un coup après que certains clients clés ont appris ce qui s'est passé, et ont décidé de me suivre dans ma nouvelle entreprise. Il reste financièrement stable grâce aux 15% de l'acquisition, mais bien loin de ce qu'il espérait. Élise m'a recontacté le mois dernier avec un email long comme un roman. Elle disait qu'elle avait fait une énorme erreur et qu'elle ne m'avait jamais cessé de m'aimer. Apparemment, Nathan a rompu avec elle 3 mois après le désastre du mariage, quand il a compris ce que le nouvel accord financier impliquait. Elle est retournée vivre chez ses parents, leur relation a implosé de manière spectaculaire dès que l'argent a cessé d'être un facteur. Le karma agit parfois de façon subtile, mais implacable. Le plus étrange? Je ne ressens plus rien pour aucun des deux, ni colère, ni rancune, juste rien. Quelques événements inattendus. Le petit frère de Nathan m'a contacté pour s'excuser. Contrairement au reste de la famille, il a compris à quel point la situation était absurde et a refusé de les défendre. On est même devenus amis, finalement. Plusieurs investisseurs, après avoir entendu comment j'ai géré la situation, m'ont approché pour discuter de mon prochain projet. Apparemment, l'intégrité compte encore dans le monde des affaires. J'ai recommencé à sortir avec des gens tranquillement. Rien de sérieux pour l'instant, mais c'est rassurant de savoir qu'une trahison ne définit pas toute ta vie. À tous ceux qui m'ont soutenu, merci. Le conseil de garder son calme, tout documenter, et laisser les conséquences suivre leur cours s'est révélé être le meilleur possible.
pour ceux qui traversent une situation similaire. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une confrontation théâtrale. C'est simplement de laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leurs actes pendant que vous avancez vers quelque chose de meilleur. Je ne prévois pas de faire d'autres mises à jour, ce chapitre de ma vie est clos. Mise à jour inattendue, 1 an plus tard. Je ne comptais vraiment plus rien publier, mais quelque chose s'est passé hier qui pourrait apporter un certain sentiment de clôture à ceux qui ont suivi mon histoire. Je suis retourné dans ma ville natale pour le mariage d'un ami, oui, ironique, et j'ai croisé la mère de Nathan au bar de l'hôtel. J'ai essayé de partir sans échanger un mot, mais elle est venue vers moi. « Tu as détruit la vie de mon fils », a-t-elle dit, assez fort pour que d'autres personnes entendent. J'ai pris une grande inspiration. « Ton fils a fait ses choix. Et moi aussi. Tu as regardé tout ça arriver », a-t-elle continué, la voix montant. Son entreprise, sa réputation, sa relation. Des gens autour ont commencé à prêter attention. Je suis resté calme. Ton fils a couché avec ma fiancée, a planifié de m'humilier le jour de mon propre mariage, et a essayé de me sortir de mon entreprise. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est Élise qui lui a couru après. Il voulait juste te quitter gentiment. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Gentiment? En disant qu'elle avait trouvé mieux, devant toute notre famille et nos amis? C'est ça, être gentil? Mais tu n'étais pas obligé de le ruiner financièrement. Elle a insisté, ce que j'ai fait était de la vengeance. Non, ai-je répondu. La vengeance, ce serait d'avoir envoyé à tout le monde les captures d'écran de leurs messages, où ils planifiaient exactement comment et quand me trahir. La vengeance, ce serait d'avoir pris l'intégralité de l'accord pour moi, et de l'avoir laissé sans rien, ce que j'avais légalement le droit de faire, puisque la propriété intellectuelle m'appartenait. Ce que j'ai fait, c'est protéger mon travail, et malgré tout, lui permettre de repartir avec quelque chose. Elle n'a rien répondu. Alors que je m'éloignais, elle a crié. Il essaie encore de se reconstruire, tu sais? Tu es content, maintenant? Je me suis arrêté et je me suis retourné. Je ne suis ni content ni triste pour Nathan. Je ne m'en soucie tout simplement plus. C'est ça, la différence entre vengeance et justice. La vengeance te consume, la justice te libère. Je suis sorti et j'ai profité du reste de mon week-end. C'est vraiment ma dernière mise à jour. J'ai tourné la page pour de bon, je construis une nouvelle entreprise, je fréquente quelqu'un de génial, et je regarde vers l'avant, pas en arrière. La vie après une trahison, ce n'est pas de se venger. C'est se libérer. Et cette liberté vaut chaque centime. Commentaire Monsieur Reddit. Et vous, qu'en pensez-vous? Personnellement, je trouve que cette histoire est la preuve que garder son calme et agir avec intelligence est parfois la meilleure revanche. Il n'a pas eu besoin de crier, ni de se venger de manière mesquine, il a simplement laissé les faits parler d'eux-mêmes. Ce n'est pas une histoire de haine, mais de reconstruction. Et ça, c'est encore plus puissant. Dites-moi ce que vous auriez fait à sa place dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. À très bientôt.